Le clairon. Alors, on n'avait pas besoin de ce verdict pour se rendre à l'évidence, mais l'enquête internationale de référence, le fameux classement PISA, vous savez, qui est publié tous les 3 ans, est sorti hier. Il confirme le diagnostic. Le niveau scolaire est en chute libre pour la France, mais également, comme je vous le disais, pour une grande partie, en tout cas, des pays occidentaux. L'OCDE constate ainsi une baisse inédite, je cite PISA, une baisse inédite des performances des élèves depuis le premier classement PISA en 2000. Je vous donne quelques chiffres. En mathématiques, les pays de l'OCDE enregistrent en moyenne une dégringolade de 15 points par rapport à PISA 2018, là où les baisses précédentes enregistrées, donc on était déjà en baisse, mais pas à ce point-là, n'avait jamais excédé les 4 points. En France, la baisse est de 21 points, donc on baisse plus que la moyenne en mathématiques. Et puis en compréhension de l'écrit, la baisse moyenne dans l'OCDE est de 10 points. Alors là, les Français perdent 19 points. Voilà, ces résultats sont parmi les plus bas mesurés par l'enquête PISA dans ces matières, observe l'OCDE. Ainsi donc, année après année, et malgré de nombreuses alertes, d'ailleurs alertes déjà données par Jean-Paul Brigelli, mais pas que lui, le niveau national ne fait que baisser. Alors comment expliquer que nous n'arrivions pas finalement à redresser la barre malgré toutes les promesses année après année également, pour avoir un électrochoc. Pour mieux comprendre, nous sommes avec Jean-Paul Brigelli. Bonjour Jean-Paul Brigelli. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes normalien, agrégé de lettres, animateur du blog Bonnet d'âne hébergé par le site Causeur et auteur de ce livre à succès, La fabrique du crétin, qui est Dieu sait d'actualité, réédité récemment d'ailleurs chez Archipoche, et puis L'école à deux vitesses chez l'Archipel. Alors, Jean-Paul Brigelli, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on vous reçoit, c'est pour le même sujet. C'est-à-dire, on n'arrête pas, sauf que c'est toujours pire, en fait. On n'arrête pas de chuter, de descendre dans le niveau de notre éducation. Comment est-ce possible ? Bien, ce qui aurait été étonnant, c'eût été que le niveau montât. Aucune surprise dans le classement PISA. On le savait, c'était pas possible autrement. Si vous préférez, pour récolter les pommes de terre, il faut planter les pommes de terre. Et depuis 30 ans, tout ce que l'on plante dans la tête des gamins, c'est l'ignorance. L'enseignement de l'ignorance, disait Jean-Claude Michéa. Bien, alors, de ce point de vue-là, on n'a aucune chance de remonter. De surcroît, ça, c'est pas une excuse, parce que c'est généralisé. Les tests PISA ont été réalisés après quasiment 2 ans de confinement, qui n'ont fait aucun bien aux élèves. Je rappelle que Jean-Michel Blanquer s'est colleté en plein Conseil des ministres avec Véran parce qu'il ne voulait pas que l'on cesse les cours. Et on les a cessés pour rien, pour rien. Il n'y a pas eu de décès chez les élèves, il n'y a pas eu de décès chez les profs. C'était des manœuvres dilatoires pour vendre des vaccinations. Bon, très bien, on s'en fiche. En tout cas, le niveau... Non, enfin, on s'en fiche pas, mais oui. Voilà. Ce qu'il faut voir surtout, c'est que, alors à partir de là, le ministre, qui avait eu communication des résultats PISA depuis quelques jours d'ailleurs, propose un arsenal de mesures. Alors, il faut bien être d'accord. Ces mesures sont de la communication. Attendez, vous parlez des dernières annonces de Gabriel Attal d'hier. Hier, en réaction à PISA. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, juste pour nos auditeurs, il annonce, attention. Alors, premièrement, on va redonner le pouvoir aux enseignants de faire redoubler les élèves. Voilà. Alors, je vous le dis, en 45 ans de métier, je n'ai quasiment jamais vu un redoublement qui avait une efficacité quelconque. En général, ça contribue à enfoncer les élèves. Surtout si on redouble pour être dans une même classe, avec une même façon d'apprendre, d'éduquer aussi médiocre, ça ne va rien changer. Sans compter que PISA note qu'en France, les écarts de niveau sont parallèles aux écarts de revenus. C'est-à-dire que, globalement, quand vous êtes riche, vous êtes dans le quart supérieur, quoi que je pense de l'intellect des gens riches, et quand vous êtes pauvre, vous êtes dans le quart inférieur, alors même qu'il n'y a jamais eu de corrélation entre les capacités intellectuelles et les revenus. Bien sûr. Bien, donc nous avons effectivement, comme je le dis dans mon dernier livre, une école à deux vitesses.
Alors, je voudrais surtout parler des mesures préconisées par Gabriel Alors Attal. allez-y. Manifestement, il a lu mon dernier livre parce que il a piqué un certain nombre de choses dans les 10 dernières pages où je faisais des propositions. Les redoublements, non, hein, ça je ne crois pas un seul instant. Il faudrait sortir de la logique de classe et parler maintenant par matière et par certification par matière, comme on le fait d'ailleurs en université pour les langues, etc. Vous savez, les certifications A, B, C, etc. De façon à ce que un élève qui est par exemple bon en maths ne soit pas retardé parce qu'il est mauvais en langue. Hmm. Au contraire, il faut pouvoir progresser euh, en fonction de ses capacités supérieures, de façon à ce que chacun aille au plus haut de ses capacités. Mais ça suppose de renverser la table Ah oui, complètement. vous l'organisez comment ça? Ah ben, je veux dire, au lieu d'avoir des organisations par classe, vous avez des organisations par matière. Oui. C'est pas plus compliqué. Oui, comme ça Alors fonctionne déjà au collège, par exemple. Pardon, je vous coupe, j'arrête pas de vous couper, mais je vais vous laisser après. Mais au collège, par exemple, on est déjà par matière. non, on est dans une On a un classe. socle Ce que commun, le oui. ministre propose, c'est d'en finir avec le collège unique, excellente idée, de créer des classes avec des petits effectifs lorsque les besoins sont grands, et des effectifs normaux lorsque les élèves sont plus habiles. Bien, tout à fait d'accord, sauf que ce n'est pas jouable actuellement avec le nombre d'enseignants que nous Oui. avons et le nombre de salles qu'il y a dans un collège. Oui, mais il a annoncé un plan de recrutement également. Oui, mais Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, qui a en vue la mairie de Paris et éventuellement le regard fixé sur la ligne bleue de l'Élysée, Hmm. euh, pourrait de temps en temps descendre dans les L'arène. entrailles du Hmm. système. Vous voyez, bon, il y a un problème de recrutement énorme, énorme. Oui. Alors évidemment, les syndicats ont dit, mais il faut des moyens, il faut des postes en plus. Mais espèce d'âne, les postes en plus, on ne les a pas, on n'a pas les candidats. Oui. Alors, je voudrais juste, parce que le temps nous est compté, vous dire qu'au lycée Henri IV, hein, ils ont monté une section post-bac de formation des professeurs des écoles en 3 ans. Et c'est quelque chose qui pourrait être véritablement généralisé, au lieu de confier la formation des maîtres d'un côté à des universitaires qui sont des chercheurs, disent-ils, Hmm. et de l'autre côté à des pédagogues qui trônent dans les INSPE et qui apprennent à apprendre rien. Hmm. On peut effectivement la confier à ce système qui est le seul système qui marche en France, qui sont les classes préparatoires, en disant on les prend au niveau du bac, on les amène en 3 ans au niveau licence. Il y aurait des équivalences très faciles à obtenir avec les universités. Et on leur fait passer des concours. Et on les forme avec des profs du secondaire Hmm. qui savent exactement quelles sont les exigences du métier. Oui, tout à fait. Bon, cela suppose une recomposition générale, ce que j'ai appelé dans mon dernier livre renverser la table. Hein. Parce que si l'on veut amener chacun au plus haut de ses capacités, il faut cesser de penser en termes de répression. L'idée, par exemple, de faire du brevet une barrière absolue pour entrer au lycée est d'une débilité profonde, d'autant que ça concerne les 10% des élèves qui n'ont pas le brevet. Et qu'est-ce qu'on en fait? On va les fusiller? Alors non, on va créer une classe de transition, de préparation au lycée. Hmm. Et qui on va mettre dans la classe en Bah oui. question, monsieur le ministre? Où on va aller chercher les enseignants? Hmm. Ah oui, mais on va leur faire des cours pendant l'été. Ah oui, ça, je veux bien. Alors on va leur donner des sous en plus, 50 euros de l'heure, etc. Bon, peut-être qu'il s'en trouvera. Maintenant, l'organisation des vacances apprenantes, comme on dit, Hmm. c'est encore tout autre chose. Ouais. Donc, il y a un très grand amateurisme de la part du ministère qui multiplie les effets d'annonce de façon à ce que ça fasse tilt dans la tête des parents, Oui. mais il ne se soucie pas un seul instant de la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que on a cessé d'apprendre le français parce que depuis les années 70, on s'est mis à enseigner la langue telle qu'elle est parlée,
ce qui a fait dire à un député macroniste il y a 2 ans que le sommet de la poésie actuellement était Aya Nakamura. Voilà, ça c'est, il faut bien voir. Aya Nakamura, c'est cette malienne d'origine dont on ne comprend rien. C'est une poésie lettriste, j'imagine, quelque chose qui est de l'ordre du borborigme répété. Mais il faut absolument, absolument prendre les choses dans l'ordre, réécrire les programmes, donner aux établissements la possibilité de choisir dans les programmes ce qui est le plus adéquat à leurs élèves, euh, créer véritablement les conditions d'une incitation à entrer dans le métier. Et effectivement, on peut le faire non pas par les facs, non pas par les INSPE, mais sans doute par les lycées eux-mêmes, qui sont à même d'avoir sous la main des enseignants capables d'expliquer ce qu'il faut, au lieu d'aller chercher les recalés de la psycho, de la socio, de l'économico, des magots, quelque chose. Tout est à reprendre véritablement. Mmh. Alors je suis un tout petit peu affligé, mais je pouvais m'y attendre aussi. Roger Chudeau, député RN, a dit des propositions d'Attal, ah mais c'est quasiment notre programme. Eh bien je suis désolé que le RM, lui non plus, n'ait pas une véritable colonne vertébrale de pensée qui permette d'organiser véritablement une reprise en main de l'éducation nationale au lieu de ponctuer l'actualité de propositions qui sont inapplicables en l'état. Puisque vous parlez du Rassemblement national, il y a un autre sujet dans ce classement PISA et qui fait même partie des commentaires de PISA, ce qui est assez étonnant, je trouve. Mais je voudrais quand même, ça reste toujours un peu tabou, mais je voudrais quand même en parler avec vous. C'est le retournement de tendance, notamment pour l'Allemagne, etc. Et donc l'Allemagne, on voit de nouveau ses résultats PISA chuter. Et là-dessus, PISA précise, il convient d'évoquer le fait que la proportion d'élèves issus de l'immigration en Allemagne a doublé, passant de 13% en 2012 à 26% en 2022. En 2022, presque un élève sur 10 en Allemagne était né dans un autre pays, ce qui implique aussi qu'il y a souvent, il a rejoint le système éducatif allemand en cours de route. Voilà. Donc il y a cette question aussi d'intégration, d'une immigration qui peut faire chuter un niveau de fait, puisqu'elle ne parle pas forcément la langue, etc. Et c'est ce qui s'est passé, Constance, en 1976, lorsque Giscard d'Estaing et René Haby, son ministre de l'Éducation, ont instauré le collège unique. En même temps, ils ont instauré le regroupement familial. On a vu débarquer dans les écoles et dans les collèges, en fonction de leur âge, mais pas en fonction de leur niveau réel, Mm. des dizaines de milliers de petits Algériens, essentiellement, fort sympa, c'est pas la question, mais qui parlaient un français extrêmement hésitant, etc., et qu'on n'a pas mis au travail, puisque en même temps, le collège unique descendait les exigences d'une façon drastique. Bon, c'est pas la question de l'immigration en soi. Moi, je suis tout à fait partisan d'intégrer véritablement par l'école tous les immigrés qui le souhaitent et de virer ceux qui ne le souhaitent pas. On va être clair là, de ce point de vue-là. Simplement, l'Allemagne avait eu un choc PISA dès 2002, Oui. avait essayé de redresser la barre, et entre-temps, la politique d'Angela Merkel vis-à-vis des Syriens, etc., a fait que le melting pot allemand s'est dégradé d'une façon caractéristique. Bien, le problème n'est pas l'immigration, le problème est le traitement de l'immigration. Alors, j'ai proposé dans mon dernier livre de multiplier les internats d'excellence où on dépayserait les immigrés, on les encadrerait complètement, on les mettrait loin de leur famille, loin de leur quartier, loin de leur ghetto, loin de leurs habitudes et loin des frères qui les endoctrinent, de façon à en faire de véritables républicains. Et Oui. c'est tout à fait jouable pourvu qu'on s'en donne les moyens et qu'on décrète véritablement une tolérance zéro. Oui, mais je suis d'accord sur le principe, mais jusqu'à une certaine proportion peut-être. Puisque vous-même, vous décrivez dans votre livre que finalement, ce qui peut détruire l'école, c'est aussi la fuite d'une forme d'élite, comme vous le disiez tout à l'heure, qui, elle, va partir dans les écoles privées, même les écoles libres aujourd'hui. Et donc, on n'a plus ces éléments qui sont censés être en tout cas portés aussi par leur famille
avoir un certain fond culturel, familial, qui puisse les aider à mieux suivre les cours, et donc qui seraient a priori plutôt des locomotives pour la classe. Et donc, perdant ces locomotives, la classe est moins agile, on va dire, moins bonne. Et donc, c'est pareil, si on ajoute une grosse proportion d'élèves ne parlant même pas la langue, forcément, on tire si cette proportion est trop importante, on peut aussi baisser le niveau de cette classe. Ah bah, vous savez, quand on regarde ce qui se passe dans les écoles privées, moi je suis sur Marseille, hein, dans les grandes écoles privées, les meilleures, il y en a 2 essentiellement, vous avez les familles musulmanes qui inscrivent leurs enfants parce qu'ils ont compris que dans le système public tel qu'il est, ils n'ont aucune chance de sortir du ghetto, Mmh. hein. Il faut donc repenser complètement la carte scolaire, donner aux parents la possibilité d'inscrire leurs enfants où ils veulent, en fonction de l'offre véritablement. C'est-à-dire si vous avez demain des enfants, Constance, et que vous souciez de la façon dont ils apprendront à lire, eh bien, vous devez savoir, a priori, si dans telle école, on utilise une méthode alpha-syllabique ou si on continue à invoquer les mânes de Saint Ratus. Hein, Mmh. il faut bien comprendre ça. Il faut absolument que dorénavant l'offre soit claire, que les propositions des enseignants soient claires également. Quant à savoir ce qui est véritablement locomotive dans une classe, ben, je vous le dis, c'est l'enseignant. C'est l'enseignant, à partir du moment où il est bon, c'est lui qui tire les élèves. Oui. On ne peut pas demander à des élèves, surtout petits, d'être les moteurs d'une classe. C'est le maître qui est le moteur. C'est l'effet maître qui tire les élèves, y compris les plus nuls. Oui, alors j'ai encore quand même une petite remarque à vous faire, et qui est toujours dans ce classement PISA. Autre chose, et puis je peux vous le dire, allez, je vous livre tout. Mon mari est professeur, donc Dieu sait qu'il me parle de ce problème. Nobody's perfect. Exactement. Ce problème est terrible et de plus en plus compliqué. Le climat disciplinaire, qui est pointé également par ce classement PISA, qui est très préoccupant en France, avec une très légère aggravation, souligne cette enquête. 39% des élèves déclarent que leur temps d'apprentissage est réduit quand l'enseignant doit attendre trop longtemps, que la classe se calme, contre 25% en moyenne dans le CDE. Et ça, de toutes les enquêtes qu'on a pu faire également, on entend toujours ce mot-là, c'est-à-dire on prend la moitié du cours déjà à installer le calme. Oui, absolument, à installer le calme et à essayer de réprimer les envies de sortir dans les 10 dernières minutes. C'est ce que j'appelle la tolérance zéro. Ouais. Un exemple parmi d'autres, hein, il est de toute première urgence d'interdire les portables en classe, Bah, bien mais sûr. les interdire totalement. Actuellement, on n'a pas les moyens de confisquer le portable d'un élève. On n'a pas le droit de le toucher. Officiellement, on doit mettre une enveloppe sur la table en le priant de bien vouloir mettre le portable dans l'enveloppe, et puis on récupère l'enveloppe. Oui, bah, bien Si sûr. c'est une merde, ce Oui. qui va se passer la plupart du temps, on ne peut rien faire. Alors, il va falloir être clair, un portable en classe ne sert à rien, ne sert à rien, Bah, bien hein. sûr. Je serais tout à fait partisan d'ailleurs d'installer des brouilleurs Mhm. dans les établissements scolaires, de façon à ce qu'ils ne puissent plus les Mais utiliser. c'est pire que ça, c'est Alors pas qu'il si ne sert à rien, c'est qu'il déconcentre l'élève. C'est-à-dire, il a une action néfaste. Ah ben, je rappelle qu'il y a un certain nombre de pédagogues, il y en a actuellement parmi les pédagogues officiels, qui disent mais c'est très utile, ça permet aux élèves d'interagir avec les réseaux sociaux. Mon Dieu, j'ai entendu quand même beaucoup de bêtises dans ma vie. Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous avons besoin en classe d'un stylo et du papier. Et c'est tout. On n'a Mm. pas besoin de calculatrice, on n'a pas besoin de logiciel orthographique. Si le logiciel orthographique, il est entre nos 2 oreilles, Mm. hein, pourvu qu'on veuille bien le remplir correctement. Eh bien, message passé, Jean-Paul Briguelli. J'espère que là aussi, Gabriel Attal vous aura entendu. Merci beaucoup en tout cas, et à bientôt. On espère Merci à vous. vraiment, Bonne en tout cas, journée. que les choses puissent progresser dans ce sens-là, dans le sens que vous recommandez. Merci Jean-Paul Briguelli. Toxin continue, mais en attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas, vous continuez à nous mettre des pouces levés, des cœurs, des commentaires, tout ça. Allez, il faut faire monter l'algorithme de YouTube. Et d'ailleurs, vous ne nous écoutez pas que sur YouTube, également sur Twitter et sur tous les autres réseaux. N'hésitez pas à continuer de faire monter tout ça, de faire monter la sauce, comme on dit, pour faire monter notre référencement et qu'on soit toujours un plus important, et que l'information alternative gagne du terrain, et surtout qu'on a intérêt à gagner du terrain pour les messages qu'on veut vous faire passer et qu'on